Hey, bonjour à tous, ici Shirokan FR avec vous. Alors, aujourd'hui, pour cette première vidéo, je vais vous parler du deck building à partir de rien. Donc quand je dis de rien, c'est-à-dire que on va pas suivre une decklist normale, je vais vous apprendre à réflexionner tout seul. Donc si je vous parle de ça, vu que c'est un peu la première vidéo que je vais lancer, euh, je vais donc vous parler de mon expérience personnelle, le pourquoi je suis là devant vous. Après plusieurs TCG que j'ai donc joué, j'ai fait du Yugi, du Pokémon, du Vanguard, Magic, Final Fantasy, même des JCE comme Warhammer 40 000 ou Game of Thrones le V1, ou même des jeux de deck building très importants pour l'apprentissage d'ailleurs des synergies, comme Ascension ou Senseiya, que je recommande vivement. Je vais donc juste vous partager mon savoir-faire pour pouvoir créer votre bébé vous-même. Attention, avant tout, je vais vous prévenir que je ne me qualifie pas du tout comme un joueur pro, mais plutôt comme un passionné des jeux de cartes. Les jeux de cartes, plus Dragon Ball, ça fait un peu la fusion, vraiment, c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo à cœur. J'ai beaucoup de retours où des gens veulent apprendre un peu à faire leur propre deck, et donc aujourd'hui je vais vous aider à ça. Euh, donc d'ailleurs, je vais aussi vous parler d'une chose très importante. Il va y avoir un petit event qui est le régional de Bourgogne qui va se passer dimanche prochain. Vraiment, moi je vous conseille d'y aller. Il y a déjà une soixantaine de préinscrits à l'heure actuelle de souvenir. Vraiment, il va y avoir du gros jeu, beaucoup de monde. Moi je vous conseille d'y aller, vraiment, ça va être fun. Venez, venez, venez. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne parce que beaucoup de tutos vont arriver, pas que de moi. En fait, je fais partie d'une association, donc AFDB, Dijon. On est beaucoup de passionnés vraiment à adorer ce jeu. D'ailleurs, vous nous retrouverez une nouvelle fois au régional. On va avoir des tutos qui vont venir, des decklists, des deck analyses. D'ailleurs, une autre vidéo va être en préparation pour plus tard, je ne sais pas quand, mais une petite vidéo qui va vous parler de comment utiliser Untap. Très important si vous voulez faire un petit peu de pratiquer un petit peu sur internet. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous suivre, vous allez avoir beaucoup de nouvelles choses. Donc avant tout, pour moi, avant d'attaquer le cœur vif du sujet, il faut se connaître soi-même. C'est-à-dire que pour moi, la première chose à définir avant de partir de rien, c'est de définir votre personnalité dans le game. Donc c'est-à-dire ce que vous aimez jouer et comment l'amener pour prendre un maximum de plaisir. Donc pour pouvoir suivre un peu mes explications, on va faire un petit cours de lexique de type de deck pour qu'on puisse suivre ensemble ce que je vais vous donner. Pour commencer, dans les decks, pour savoir ce que vous allez aimer, il y a plusieurs styles. Il y a le style aggro, où le but va être de frapper fort, de frapper vite, pour vite finir la game. Ça, c'est l'aggro. Ensuite, on a le style storm, qui est un terme un peu inventé dans le monde de Dragon Ball Super, qui est un aggro plus plus, qui va vraiment frapper très très vite dans le même tour et essayer de... pas comme un Donoteka, mais presque. Ensuite, on va voir le style contrôle, donc le deck un peu que je voulais vous présenter là, qui a pour but en fait de contrôler un peu le terrain, de faire amener à l'adversaire ce qu'on veut faire pour pouvoir finir, peut-être pas vite, mais le faire bien. Ensuite, on a le style Meule, que je vais vous présenter de suite, qui est donc le Janemba, qui est d'ailleurs pas mal méta en ce moment, qui vous permet en fait de gagner en faisant meuler le deck adverse. C'est-à-dire que là, le but, comme vous pouvez le voir ici, c'est de vider le deck adverse et du coup le faire perdre à cause d'une règle qui dit que si vous n'avez plus de cartes dans votre deck, vous avez perdu. Ça, c'est un peu le style Meule. On a aussi le style Burn, qui va plutôt arriver, je pense, en BT7, donc d'ici quelques semaines. Donc, un exemple de carte. Donc, le Gogeta, comme vous pouvez voir sur son effet, qui dit que quand il arrive par-delà un effet, il fait donc un dommage par effet. Donc, c'est vraiment ça le burn. Ça va être des effets qui vont casser les points de vie adverses sans le frapper. C'est un petit peu psychopathe, mais ça fait plaisir et c'est encore une autre façon de jouer. Ensuite, on a aussi le style ETK. Donc là, on peut plus parler de Shenron Gogeta, qui consiste en fait de vous tuer en un seul tour. Donc soit de préparer plusieurs tours, enfin lancer plusieurs tours de préparation pour à la fin exploser et être sûr de tuer l'adversaire en un tour. On a aussi le hand control. Donc là, on pourrait citer Slug,
qui vous permet donc de frapper en répétition, en critique, pour pas donner de carte en main à l'adversaire, et de le faire défausser en même temps pour tout lui faire perdre sa main. Histoire de le laisser, on va dire, un peu tout nu, et d'en faire ce qu'on veut. Et ensuite, encore une autre synergie, mais qui n'est pas du tout existant pour le moment, mais qui va arriver en BT7 aussi, c'est le combo contrôle, avec le Broly rouge. Ça, je vous en parlerai pas trop, peut-être plus tard dans une autre vidéo, quand la BT7 va sortir. Et ceci, ça va être du très lourd à jouer, ça va être sympa. Alors, maintenant que l'on a les termes de deck building, donc qui veut dire pour les non-initiés deck et build, donc construire un deck, donc un tas de cartes, hein, votre petit bébé que vous allez aimer jouer. Pour moi, il faut savoir se faire plaisir avant tout, vraiment. Et donc, on va trouver ensemble la mécanique de jeu, donc le déroulement de votre deck, qui vous fera plaisir et qui vous donnera envie de rejouer, jouer encore Dragon Ball. Pour cette vidéo, on va prendre le style de contrôle, donc le leader Gogeta, donc celui-ci. Donc là, comme je vous disais dans le lexique au tout début, on va partir sur un deck plutôt contrôle. Pourquoi car dans le style contrôle, il nous faut la main la plus étoffée possible. C'est-à-dire que quand vous jouez, pour pouvoir contrôler l'adversaire, il vous faut un maximum de réponses à chaque situation. C'est pour ça que ce deck-là est particulièrement bien pour contrôler, puisqu'il a son effet, ici même, qui vous dit que vous défaussez un Goku ou un Vegeta, vous piochez 2 cartes, et en plus vous pouvez vous brûler un point de vie. En vous brûlant votre point de vie, c'est-à-dire qu'en tout, vous allez faire un petit plus 2 à chaque tour. Plus 2 cartes, pour avoir une main beaucoup plus grosse. Et généralement, au tour 1 ou 2, vous avez déjà quasiment plus de cartes en main. Ça vous permet d'avoir un maximum de possibilités. Donc, explication. Maintenant, on va passer un petit peu à la construction générale. Donc, il va falloir un petit peu modéliser votre deck par rapport à la synergie que vous allez rechercher. Donc là, vu que vous restez sur du contrôle et jouer avec le Gogeta Leader, parce que pour moi c'est un personnage que j'apprécie vraiment, on va donc essayer de chercher l'intérieur du deck qui va suivre la synergie qu'on veut et se faire plaisir en jouant, en contrôlant l'adversaire. Pour ceci, ce qui va nous aider, c'est ce genre de carte, le Véku. Pourquoi? Parce que le Véku, ce qui va nous permettre de faire dans le jeu, c'est, comme son effet l'indique, d'enlever 10 000 à une carte adverse qu'on va choisir. Ça va permettre donc de détruire un petit peu plus le board, et donc de tout simplement, on va dire, d'endiguer un petit peu le board adverse. Donc sachant qu'il est gratuit à jouer si vous avez Goku et Vegeta en main, dès le tour 1 vous pouvez commencer un petit peu à contrôler votre adversaire. Et ça fait vraiment plaisir, surtout dans la méta actuelle face au Kid Goku. Vraiment, et pour le détruire cette carte à 5000 ou à 10 000 en tour 1, ça peut vraiment faire l'affaire. Pour accentuer encore la chose, on va avoir ces deux Véku là. Donc lui, pareillement, il peut jouer sur le tour 1 puisqu'il n'y a pas de coup pour jouer cette fusion. Il va permettre d'attaquer les cartes en mode action. Donc là où c'est rigolo, c'est qu'il a quand même 15 000 au tour 1. Attaquer des cartes que peut-être l'adversaire voulait protéger et les a laissées en mode action. Et on peut même coupler avec ce Véku là, enlever 10 000 à l'adversaire et le frapper derrière avec 15 000 si jamais il est encore debout. Donc par exemple face à un Shenron Gogeta, lui faire baisser une carte Shenron qui a généralement 20 000 de force, qui passe à 10 000, derrière vous frappez à 15 000. Vraiment c'est des situations qui peuvent vraiment aider face à ces Véku et vraiment ça fait le café à ce niveau là. Derrière, pour continuer un petit peu le contrôle, on a ces Véku là qui permettent en fait de contrôler les relèves d'énergie. Donc pareillement les decks bleus qui vont beaucoup relever des énergies, on va les endiguer un peu avec ça pour l'éviter à ce qu'il panne ces relèves d'énergie. Donc là encore on contrôle un peu son situation et tous ces Véku là vont permettre de faire attention à ce que fait l'adversaire et donc de le contenir un petit peu sur son board. Ça fait vraiment plaisir. Donc là on a une première synergie, donc on sait qu'avec ces cartes là on va pouvoir toucher le terrain. Donc là on touche un peu à notre but, à ce qu'on veut modeler. Maintenant ce qu'il faut se dire, c'est qu'une synergie avec 2 ou 3 cartes ça suffit pas. Il faut les entourer intelligemment. Pour ceci, moi ce que je vous conseille c'est de chercher les cartes pour les protéger.
ou alors des tutos. Dans le deck Gogeta, généralement les tutos sont plutôt des cartes de combat. Par exemple celui-ci. Donc le Goku là, pourquoi? Parce que en le payant pour 1, donc il peut se jouer en tour 1 ou en tour 2 pour garder de la défense. Il a cette possibilité de regarder les 3 cartes du dessus de votre deck, de choisir un Véku, donc toute cette carte-ci. Donc tous ces Véku là, pour pouvoir, comme je vous disais au tout début, la synergie de contrôler un peu le terrain. Lui il va les chercher pour le récupérer en main rapidement. Ou alors le Vegeta en contraire de lui. Donc on a ces 4 cartes tuto. À côté de ça on a exactement le même en Vegeta. Pareillement en x4. Qui vous dit exactement la même chose. Qui vous permet donc d'aller tutoriser 3 au-dessus du deck. Mais lui c'est un Véku ou un Goku. Donc là on a au total 8 tutos dans le deck qui vous permettent en fait de modeler votre main et d'aller chercher la carte qu'il vous faut. Donc comme ça on peut aller chercher un peu les Véku qu'on a besoin dans la situation où on est pour pouvoir se sortir peut-être d'une impasse ou simplement de mettre une autre pression. Avec le Véku par exemple qui peut bloquer les énergies, ou plutôt le Véku qui va enlever 10 000. Le garder en main pour que dès que l'adversaire joue une petite carte faible, la détruire rapidement. Il y a aussi des cartes extra qui existent pour pouvoir tutoriser. Moi généralement ce que je préconise dans un deck aggro par exemple, c'est plutôt partir sur 4 extra tutos. On peut prendre en exemple les cartes BT2 avec le Trunks du futur, qui a une petite carte capsule qui coûte que 1, qui va vous chercher dans cette carte dessus des decks. Il y a plein d'extras comme ça qui existent. Moi je préconise les jeux en x4. Car vraiment aller chercher c'est très fort. Ce qu'il faut se dire dans un jeu de cartes en général, tout ce qui vous produit des cartes en plus dans la main, ça vous donne un certain avantage. Et vraiment c'est pas négligeable. Vraiment les cartes tuto, si vous en avez qui existent dans la synergie que vous jouez, n'hésitez surtout pas à les jouer. Après, en avoir trop ça peut être handicapant. Exemple pour ceux qui connaissent un peu les decks Super CD7. En tout il y a 3 cartes de tuto différentes pour les androïdes. Et en avoir 2 trop, ça peut complètement déstabiliser votre ratio de deck. Quand je parle de ratio, c'est la possibilité de toucher une carte en la piochant. Et si vous piochez trop d'extra, vous n'avez peut-être rien pour vous défendre. Donc c'est pour ça que réellement, moi je vous dis personnellement, dans ma façon de jouer, je pense que entre 4 et 8 tutos, c'est vraiment pas mal. Sur un deck de 50 cartes, vraiment vous verrez. Sachant qu'il y a 8 cartes qui vont partir en point de vie, ça vous réduit encore un peu votre possibilité de pioche. Et donc dans les 42 cartes restantes, moins les 6 que vous allez piocher de votre main, il faut vraiment avoir un certain nombre de cartes un peu équilibrées pour pas avoir trop de tutos et peut-être pas assez de cartes de combat pour pouvoir frapper ou agir. Vraiment faire attention. Derrière, donc une fois que les tutos et la synergie commencent à être mise en place, il va falloir peut-être soit de la protection ou des moteurs de pioche. Bon, à savoir que cette carte va bientôt être bannie une fois la BT7 sortie. Donc ça c'est vraiment embêtant. Mais bon, tant qu'on peut l'utiliser, n'hésitez pas. Ou si jamais vous jouez hors tournoi ou juste avec des amis et vous suivez pas la banlist, n'hésitez pas. Cette carte-là a 2 fonctions. Elle a la première fonction donc d'empêcher les contre-mises en jeu. C'est-à-dire que, admettons, vous commencez à mettre votre plus grosse carte en jeu, que vous voulez pas qu'elle parte. Vraiment, vous placez cette carte-là juste avant et vous allez pouvoir protéger vos gros finishers. Et ça, c'est super cool. Et derrière, en plus, elle vous permet de piocher une carte en bannissant 3 cartes de votre cimetière. Encore une fois, vu que vous piochez beaucoup, que vous défaussez beaucoup, vous allez avoir une zone de dispersion assez conséquente pour vous permettre de jouer ces cartes-là. Donc, en cible principale, on évite de toucher au Goku ou au Vegeta pour ce deck-là. Mais vraiment, n'hésitez pas à bannir vos cartes extra pour pouvoir piocher. Donc là, vous piochez 1, vous protégez en plus le venu de votre carte. Là, pour moi, il y a 2 écoles. Si vous jouez contre un deck rouge, en sachant que pour le moment, il n'y a pas encore de contre-mise en jeu en rouge, même dans toute autre couleur. Seuls les jaunes ont beaucoup de contre-mise en jeu. Et si jamais vous voyez que l'adversaire ne joue pas de jaune, n'hésitez pas. Même juste pour piocher, n'hésitez pas. C'est vraiment très fort. Après, si vous vous trouvez contre un jaune, moi je vous conseille d'en garder au moins une en main au moment où vous sentez qu'il va falloir finir l'adversaire, car c'est vraiment très important. Là, je vais vous parler un petit peu des contres. Les contres, combien en mettre?
Parce qu'on se dit, ouais, c'est cool de se défendre, faut faire attention. Euh, certains decks et certaines couleurs commencent à avoir pas mal de contre. Je pense notamment au deck bleu, où vous avez actuellement 12 contre qui peuvent se jouer partout. C'est assez énorme. Vraiment, moi je vous préconise, selon la synergie que vous jouez, un certain nombre. Par exemple, pour un deck aggro, moi je vous dirais de partir plutôt sur 4 comptes maximum. Si vous partez sur un deck contrôle comme là, le nombre peut augmenter. Parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'avec un deck aggro, si je vous dis 4, parce que le deck aggro de base, il va mettre maximum 3 ou 4 tours à essayer de tuer l'adversaire. C'est son but. Il faut aller vite. Donc plus de 4 contre dans un deck aggro qui est censé aller vite, vous allez plus minimiser vos chances de piocher les cartes qui vont faire détruire l'adversaire. Et du coup, ça va être contre-productif. En sachant que, comme je disais, 4 contre, c'est pour 4 tours maximum, ça suffit amplement. Par contre, un deck contrôle qui va vous faire ralentir le jeu va vous demander plus de cartes, plus de défense. C'est pour ça que moi, dans ce deck-là, je pars sur plutôt 4 contre. Donc là encore, une petite nuance. On a la transposition qui existe pour les decks rouges. Et c'est tout ce que tu sais faire que je mettrai en x3. Pourquoi? Là encore, il faut faire attention et bien lire les cartes extra en général. La transposition, qui est là, elle vous permet de vous brûler un point de vie si vous avez 5 cartes au cimetière et de la jouer gratuitement. Ce qui veut dire que là encore, il y a plusieurs solutions possibles. Je vous en prends une toute bête. Vous êtes au tour 2, vous avez 8 cartes dans le cimetière à vous, et vous êtes full tap. Quand on dit full tap, c'est-à-dire que toutes vos énergies sont baissées. Donc l'adversaire dans sa tête, l'adversaire va se dire, le gars devant a toutes ses énergies engagées, il peut pas se défendre, donc je vais y aller. Sauf que vous êtes prévu dans votre main, vous avez ça, donc pas besoin de payer des points de vie, enfin pas besoin de payer de l'énergie, donc là celle-ci elle coûterait 1. Vous payez un point de vie et vous pouvez donc contrer et surprendre votre adversaire. Et pour moi dans ce jeu, c'est vraiment très fort, parce que par rapport à d'autres TCG, on n'a pas de carte piège à poser ou autre. Les seules surprises c'est votre main. C'est pour ça que ça, l'avoir en main, c'est vraiment très fort. Ça va permettre un peu de surprendre votre adversaire et donc de retourner la situation. Après, c'est pas à faire tout le temps. Donc vraiment, il faut pas vous contre. C'est vraiment quelque chose de vital. Il faut faire super attention. Il faut bien vérifier ce qui tombe dans votre cimetière, ce que vous avez utilisé, ce qui est dans le deck ou les points de vie. Mais vraiment, moi, ce que je préconise au maximum, c'est de mettre des comptes qui payent des points de vie sans payer des énergies. Surtout qu'en BT7, il va venir les cartes qui vont vous mettre vos énergies adverses en inertie. Donc là, je parle d'univers 6. Donc là, vraiment, les contres en payant vos points de vie, ça va devenir crucial. Vraiment. N'hésitez pas. Moi, j'en joue 4 pour ce deck. Et à côté, je rajoute encore du contre, car c'est un deck contrôle qui va prendre du temps. Donc, je vais jouer 3 fois, c'est tout ce que tu sais faire. Pourquoi? Parce que c'est un contre vraiment du type contrôle, où quand vous allez la jouer, vous allez défausser une carte, choisir 2 cartes adverses. Les 2 cartes adverses vont perdre 15 000 points de combat. Donc c'est très fort. Pareillement, ça peut faire un petit ménage, continuer à contrôler le board. Et vraiment, c'est super fort. Ça annule l'attaque, ça peut détruire les cartes adverses. Vraiment, au niveau des contres rouges, pour moi, sa transposition, c'est les 2 meilleurs contres qui existent. Ensuite, pareillement, quand vous allez créer toujours votre deck, au niveau des super combos, vous verrez qu'il existe 2 types. Donc au niveau des types des super combos, donc il va exister donc les super combos qui vont s'activer une fois que vous aurez 5 cartes dans le cimetière. Donc si vous avez un deck qui pioche beaucoup, vraiment les super combos qui vont s'activer selon vos nombres de cartes dans le cimetière sera plus percutant. Si ça se trouve, vous pouvez les activer en tour 1 ou tour 2 à force de défausser. Donc la défense plus rapide, la pioche plus rapide, donc un avantage plus rapide. Après, si vous avez un deck qui a tendance à se brûler ses points de vie plus tôt, là vous avez d'autres contres qui existent qui s'activent si vous avez 4 points de vie au moins. Là ce serait peut-être plus intéressant. On peut penser notamment au deck Broly jaune qui se brûle ses points de vie à chaque tour, ou à d'autres decks comme des decks bleus qui utilisent avec des petites panques qui payent ses points de vie. Vraiment pour moi ça peut être pas mal. Ça va vraiment préconiser ce... Enfin moi je vous préconise de choisir vos super combos selon ce que vous allez utiliser.
pour continuer un petit peu la présentation du tech control que je suis en train de mettre en place, il va falloir aussi un certain nombre de cibles de Goku et de Vegeta pour nos futurs finishers. Donc je vais vous les présenter un petit peu. Donc les finishers. Donc le premier finisher qui va rester dans le thème contrôle, c'est celui-ci, en x4. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? En gros, au tour 4, parce qu'il va falloir payer 4 énergies, il vous fait piocher 2 cartes. Donc un petit plus 2. Ça c'est assez cool. Donc là, pareillement, au niveau des conseils de jeu, essayez de garder votre éveil pour tour 4. Car une fois l'éveil au tour 4, vous allez pouvoir relever une énergie et piocher une carte. Donc si au tour 4 vous devez être full tap, vous n'avez pas de transposition en main, gardez votre éveil pour relever une énergie derrière et piocher une. Pour toujours rester confiant au niveau de votre défense. De plus, cette carte là vous permet d'attaquer les cartes en mode action comme le Véku. Hop, je les range ailleurs. Ils ont le même effet. C'est-à-dire que vous allez pouvoir attaquer les cartes en mode action. Donc là encore, vous pouvez vous amuser à essayer de burn un petit peu. Donc quand je dis burn, c'est les cartes qui enlèvent les moins 10 000 ou les moins 5 000 temps de combat. Burn un petit peu et frapper derrière avec vos Gogeta pour pouvoir continuer de mettre la pression au board adverse. Vous allez me dire, c'est pas mal de contrôler le board adverse, mais quand est-ce qu'on attaque l'adversaire? C'est là où ce deck là est vraiment intéressant. C'est qu'il a une petite évolution qui coûte rien. Donc tour 4 est directement arrivé. Et pour résumer la carte, une fois qu'elle a fait son évolution, s'il n'y a pas de carte dans la zone de combat adverse, elle va enlever automatiquement 2 points de vie de l'adversaire et la mettre dans sa zone de dispersion directement. Donc c'est un très bon finisher. Si vous avez frappé assez suffisamment votre adversaire et qu'il reste 2 points de vie, ça peut totalement surprendre et finir rapidement la game. De plus, il a quand même 35 000, double frappe. Donc double dégâts, donc en un tour vous pouvez potentiellement enlever 4 PV d'un coup. Vraiment c'est super fort, c'est un finish très rapide, on a un petit effet de burn, en plus il peut pas être mis KO par effet, donc vraiment il est super cool. C'est pour ça que généralement, à côté de ça, c'est ce que je vous disais au tout début, protégez vos finishers avec le minus, vous claquez un minus, l'adversaire ne pourra rien faire à la venue de votre Gogeta, et lui il arrive, il fera cette affaire en même temps. Donc vous ne craindrez pas de vous faire annuler votre effet ou annuler son arrivée. Et en plus vous allez pouvoir embrayer sur l'adversaire. Vraiment très fort. En deuxième finisher qui est pas mal, le Gogeta Switch. Donc on l'appelle Gogeta Switch car il se trouve dans un jeu de Switch. Une triple frappe réplique, ça permet aussi de finir votre adversaire. Triple frappe c'est très très fort. Se relever derrière c'est tout aussi fort. Et là par contre il vous faut un certain nombre de points de vie pour pouvoir activer son effet. C'est pour ça qu'on va revenir un petit peu sur le leader une fois éveillé. Qui vous dit que déjà chaque attaque vous allez piocher. Donc toujours le petit plus 1 qui est cool. Derrière quand il attaque, il peut gagner 5000 points de dégâts en plus. Donc il montera à 20 000. Et en plus il gagne double frappe lui aussi. Donc à chaque tour vous allez offrir une bonne pression à l'adversaire. Par contre il va falloir défausser une carte pour activer son effet. Mais avec tout ce que vous allez piocher, réellement, c'est pas un problème du tout. Pour finaliser un petit peu tout ça, il faut évidemment des fusions. Enfin, pour la fusion que je vous ai montré, il vous faut un Goku et un Vegeta BR. Donc là, je place ces 3 Goku là. Donc là, un petit effet de recherche par rapport au Gogeta qui est pas mal. Il vous faut 5 cartes dans le cimetière. Vous allez chercher soit un Vegeta, soit un Gogeta. Donc si vous n'avez pas vos finishers en main, très bonne pioche pour pouvoir les chercher. Ensuite, on a celui-ci qui permet d'invoquer un Vegeta rapidement. Par exemple, une petite force de frappe et 10 000 qui peut monter un petit peu plus. Donc ça, on va passer. Et on va surtout s'intéresser aux Vegeta qui sont très importants dans le deck. Pourquoi? Parce qu'on a celui-ci qu'on a mis en x4 et pas en x3 comme les Goku. Pourquoi? Parce que là, on a son petit effet qui enlève 5000 encore de points de combat à l'adversaire. Donc imaginez, vous jouez lui d'abord, vous enlevez 5000 à une carte en ignorant barrière. Derrière, vous jouez le petit Véku qui renlève 10 000. En plus de ça, vous pouvez peut-être jouer l'autre Véku qui à 15 000 va frapper les cartes en mode action. Donc pareillement, si l'adversaire cherche à protéger ses cartes, avec tous ces combos, vous allez pouvoir burn et refrapper derrière. Donc là, vraiment, ce Vegeta là, moi je le mets en x4 parce que vraiment il est très très fort.
Et derrière, nous avons encore une fois un autre Vegeta en blue que je mets en x3 qui renlève 10 000. Si je l'ai mis qu'en x3, c'est parce qu'il coûte quand même 3 à jouer et qu'au tour 3 ou 4, il reste toujours mis à faire. Mais par moment, sur la situation, encore une fois, vraiment il est très très cool. Renlever là carrément du 10 000, faut renlever 10 000 avec le Vécu derrière, ça fait du moins 20 000. La plupart des cartes ont ses forces de frappe, vraiment ça fait un ménage assez conséquent et vraiment c'est super utile. Donc voilà, donc là je vous ai présenté un petit peu le deck Gogeta Control. Encore une fois, quand je vous dis contrôle, c'est parce que vous allez beaucoup contrôler le board avant de frapper. Vous allez avoir beaucoup de réflexion selon le type de deck qui sera devant vous. Car vous touchez à son terrain, à son board. Vous allez pouvoir frapper ce qu'il protège. Vous allez avoir de la double frappe pour pouvoir donner une bonne force de frappe. Vraiment, c'est un deck qui est assez plaisant à jouer. Vous ne faites pas tout le temps la même chose. Parce qu'il a autant vocation contrôle que aggro, en spammant beaucoup les Vécous. Vraiment, pour moi, c'est un deck qui est pas cher, et très simple à jouer et vraiment très fort. Ça va juste vous demander beaucoup de réflexion. Après, moi, ce que je préfère vous dire, même si c'est une decklist que je viens de vous donner, évitez toujours de suivre à la lettre des decklists. Pour moi, une decklist, quand elle est construite, c'est selon la tête du joueur qui le joue. Du coup, peut-être qu'un joueur va jouer les Goku, enfin les Vegeta à x4, parce que moi je trouve ça très fort de burn. Autant peut-être qu'une personne se dit je vais pioche tout le temps, je préfère peut-être maximiser mes Goku. Et donc là, vraiment, le ratio de cartes dépendra de comment vous jouez et de comment vous manipulez votre deck. C'est un peu comme une... Enfin, pour moi, un deck, c'est un peu comme une voiture, c'est vraiment selon vos goûts personnels et c'est à vous de le manier pour arriver à ce que vous voulez. Donc, pour un petit peu accentuer la chose, donc si jamais vous jouez en boutique ou même en tournoi, vous avez aussi un side à accompagner. Donc là, les cartes de side, c'est donc 15 cartes qui vont vous permettre de modeler un petit peu votre deck. Donc avant de vous montrer le side possible, je tenais vraiment à vous faire un point d'honneur là-dessus. Souvent c'est ce qui est le plus dur à faire, c'est trouver les points de pivot de votre deck. Pour moi, les points de pivot, c'est les cartes qui vont vous servir à se faire changer pour se remodéliser par rapport à votre adversaire. Donc pour regarder un exemple concret, notre deck Gogeta, les points de pivot, c'est les Vécous. C'est-à-dire qu'ils sont tous en x2 pour pouvoir pallier à la première round à toutes les éventualités. Mais certains seront peut-être inutiles contre d'autres decks. Donc vous allez retirer 2 Vécous pour mettre un autre Vécou en x4. Vraiment encore selon l'adversaire. Si par exemple vous jouez contre un deck rouge, je veux dire full rouge, peut-être que le Vécou qui va empêcher les relèves d'énergie sera inutile. Donc là on va pouvoir le virer, mettre plutôt un Vécou qui burn, ou plutôt le Vécou qui va cibler des attaques. Là c'est votre point de pivot pour pouvoir changer. Pareillement les mini Gear Zone, même si ça pioche beaucoup, ça peut être aussi un point de pivot. Parce que c'est quand même 3 slots qui vont permettre de changer et de modéliser votre deck face à l'adversaire selon ce que vous mettez en side. Alors je vais vous présenter un peu un side général. Encore une fois vous pouvez le changer comme bon vous semble. Le Dende. Pourquoi? Parce que lui, si votre adversaire joue une objection, donc une carte bleue qui va rajouter de l'énergie bleue, la Dende va pouvoir donc le détruire, faire piocher une carte à son arrivée, et donc détruire les cartes d'énergie rajoutées de votre adversaire. C'est vraiment super fort. Surtout contre les decks selon Gogeta qui peuvent vite monter en énergie, qu'il va falloir vite endiguer pour pas être dans le pétrin. Pareillement, j'ai encore renversé, puisqu'en ce moment dans la méta il y a beaucoup de relève d'énergie. Tenshinhan qui a à peu près le même effet. Donc il va permettre encore de détruire les cartes d'énergie réajoutées. Derrière, vu qu'on va arriver dans un milieu où les contre-mises en jeu sont ultra présents, des tactiques de l'univers 7. Pourquoi? Donner barrière à tout Saiyan, c'est vraiment très fort. Et avec tout ce qui arrive en ce moment, même avec les contres qui permettent justement de burn un petit peu, d'annuler les attaques, vraiment sans empêcher d'être ciblé, c'est très fort. Dans la méta actuelle, vraiment, moi je le conseille fortement pour les decks rouges. Ça fait son café, c'est pas mal. Là c'est du surplus, mais c'est surtout sur les decks comme Slug ou Kigoku Blue qui va spammer le terrain, voire même limite vomir sur le terrain. Deux petits tout puissants qui permettent d'endiguer, voilà, c'est un peu comme le trou nord de Yu-Gi-Oh! Vous le mettez, vous rasez le terrain, sachant que dans le tour 1, 2, 3, tous vos Goku et Vegeta se remontent en main par rapport aux effets. Pas mal. Vraiment pour endiguer les mauvaises situations, il est vraiment très fort. Voilà.
vais éviter de tous vous les montrer, mais des Vécou en double, qui sont vraiment pas mal. Encore une petite carte de burn, vraiment. Là, comme vous pouvez le voir, c'est du moins 20 000. Moins 20 000 sur un deck Shenron par exemple, ça peut le faire très très mal. Il y a beaucoup de cartes qui commencent à ne plus avoir trop barrière, et donc leur enlever 20 000 sur des cartes, c'est vraiment très fort. Ou même des cartes qui sont trop hautes, par exemple un Broly qui a 35 000 de puissance. Vous voulez cramer votre Vegeta qui enlève 10 000, c'est-à-dire qu'à 35 000 passe à 25 000. Vous essayez de forcer un petit peu la chose en mettant un autre Vegeta qui coûte 2. Et derrière, si vous avez moyen de relever vos énergies, vous pouvez reforcer avec ça. Vraiment, il y a beaucoup de choses sympas à faire. Et ça vous permet de faire un petit ménage. Et derrière, encore une fois, l'autre Vécou qui permet de burn, très utile. Donc là encore, cette decklist mais totalement personnel à moi. C'est mon style de jeu au niveau aggro. Il y a 2-3 changements qui peuvent se faire. Et là, c'est pour ça que je voulais vous parler un peu de la puissance de combo. Vu que c'est un deck rouge, il faut pas dépasser trop... Enfin, pas que les decks rouges, hein, pour tous les decks en général. Pas avoir trop de cartes qui coûtent plus 1 en combo. Ce que je veux dire par là, il faut juste que je la retrouve rapidement, c'est celle-ci. Vous voyez le plus 1 là? C'est ça. Si vous avez une main avec quasiment des plus 1 pour les petites défenses, ça va pas aller. Vous allez être vite embêté. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de partir, que ce soit que vous jouiez aggro ou même contrôle ou autre, vraiment essayer de rester sur une base de entre 5 et 6. 5 et 6 c'est pas mal. 5 et 6 cartes qui coûtent plus 1. En dehors des extras, enfin, même si je pense même avec les cartes extra aggro, enfin les extra burn, restez sur un nombre de 6. Voire 7 si vraiment vous sentez chaud, mais pour moi faut pas la dépasser. Pourquoi? Parce que c'est sur le ratio de pioche, ne pas avoir trop de cartes en main qui coûtent plus 1. Vraiment il faut faire attention à ça et pas être débordé par un trop gros nombre de cartes. Donc voilà pour la création d'une decklist un peu générale. Je le redis encore une fois, parce que c'est vraiment un point d'honneur que je donne. C'est que suivre les decklists c'est bien, mais il faut savoir les comprendre derrière. Ça c'est le plus dur. On peut pas être dans la tête du joueur qui l'a créé. Il faut vraiment se visualiser le deck, voir la synergie qu'on veut jouer, comprendre comment on a joué la synergie, et surtout il y a un terme de méta, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de decks qui vont être présents en tournoi si vous allez en tournoi, et du coup il faut que votre synergie soit adaptée à la méta. C'est pour ça que moi de mon côté, mon Gogeta BT6 va faire beaucoup de burn sur le board, parce que la méta en ce moment c'est beaucoup on joue, on vomit et on frappe derrière. Donc vraiment pour moi endiguer le terrain, pour moi c'était une bonne solution. Après ça marche pas contre tous les decks. On a les Shenron Gogeta qui sont présents, les Broly Home qui malheureusement ne vomissent pas tant que ça, mais il faut pouvoir quand même gérer le board à un moment. Quand ils posent des Shenron, il faut savoir les détruire. C'est pour ça que le deck peut quand même le faire. Encore une fois, je l'ai précisé en début de vidéo, mais je le reprécise une deuxième fois. Ce que je vous ai présenté, ça reste un deck fun qui peut tourner en boutique. Je l'ai moi-même joué de temps en temps en boutique. J'ai pas toujours fait des gros résultats, mais pas de dégueulasses si moches que ça. Vraiment, c'est un petit deck sympa qui est déjà pas cher et qui permet donc de toucher un petit peu à tout et surtout de pallier à n'importe quel type de situation. Si on réfléchit bien, vraiment, vous pouvez vous dépatouiller un petit peu dans n'importe quel moment. La transposition contre les homes, je vous parle de la carte de contre, hein. Les destructions sur le terrain, les véhicules qui peuvent se spammer pour attaquer rapidement. Vraiment, votre style de jeu dépend de ce que vous en faites. Ensuite, ce deck là peut toujours être amélioré avec la SR TB3. Donc là où vous voyez Freezer, Broly, Paragus de souvenir. Elle peut être pas mal à rentrer dedans aussi. Je sais que je l'ai pas personnellement, mais si je l'avais, je pense que je l'aurais rentré pour avoir une autre force de finisher en plus. Après voilà, au niveau des ratios de cartes, vraiment c'est à vous de voir, c'est à vous de tester, d'essayer. Et moi, si je dois vous donner un conseil, c'est vraiment, si vous voulez prendre du plaisir au jeu, vous pouvez toujours suivre des decklists, mais vraiment créez votre decklist à vous à côté qui vous fait plaisir. Essayez. Peut-être que ça marchera pas, peut-être que vous allez avoir les génies, mais vraiment des fois il faut pas hésiter à y aller. Il y a beaucoup de decks comme vous avez pu voir en régional ou en préliminaries qui ont topé alors qu'ils sont pas du tout méta. Je pense par exemple, j'ai vu un coup, il y avait un Bojack qui avait topé. C'est des decks qu'on n'attend pas, mais qui peut vraiment faire le travail. Et vraiment, je pense que ce gars-là, quand il a créé son deck, c'est juste le plaisir de jouer quelque chose de nouveau. Et des fois, il faut oser. Il faut tout simplement oser des decklists.
Si je peux faire une petite parenthèse pour clore un petit peu la vidéo, faire une petite conclusion, on peut commencer un peu sur la spéculation puisqu'on reste un peu dans le thème du deck building. Je pense que vous êtes au courant que la BD16 va bientôt sortir. Certains decks vont voir le jour. On ne connaît pas encore le tiers 0, même si aux USA on voit beaucoup de Toa qui va sortir. Mais là où je voulais aussi vous mettre un point d'honneur un petit peu, je vais peut-être lancer une petite polémique mais c'est pas grave, c'est qu'il faut se dire qu'aux USA ils n'ont pas les mêmes ordres de sortie pour le moment avec nous en Europe. C'est-à-dire que nous, notre Anniversary Box, elle va arriver que juste avant le CDF, donc fin octobre. Donc là, quand la BT7 va sortir, la méta ne sera pas la même qu'il y a actuellement aux USA. Donc vous pouvez quand même regarder ce qui se passe en dehors de l'Europe, mais il faut vraiment penser à une méta européenne. Ça c'est vraiment le plus dur, et c'est ce que beaucoup de joueurs font la passe dessus, c'est que vraiment une méta européenne et une méta USA, c'est deux choses différentes, c'est deux continents différents, et c'est deux façons de jouer. Donc vous pouvez regarder pour essayer d'appréhender pour le futur, mais si vraiment vous êtes à vocation d'être un joueur compétitif et de faire super attention, centrez-vous fortement sur ce qui se passe en Europe. Vraiment, suivez ce qui se passe. Il y a maintenant beaucoup de streams qui tournent, qui commencent à se démocratiser. Donc n'hésitez pas à les suivre. D'ailleurs, l'association AFDB Dijon va lancer bientôt sa chaîne Twitch. Donc on va aussi streamer le régional qui va venir à partir du top. Ça c'est bien. Donc vraiment, voilà, c'est des outils qui peuvent vous aider un petit peu à voir ce qui se passe, à voir ce qui se joue, et essayer de modeler ça à votre façon de jouer et à votre façon d'aimer jouer en fait. Après, voilà, il y a toujours des joueurs qui aiment jouer que méta et juste ce qui gagne. Si ça va se débrouiller, c'est tant mieux pour eux. Moi, je sais que personnellement, j'aime pas jouer des decks qui simplement ne me plaisent pas. C'est pour ça qu'on peut voir que je suis un peu fan de Broly, donc j'adore jouer Broly. C'est des exemples, voilà. Pour moi, faites-vous plaisir. Vraiment, c'est le point d'honneur que je vous donne. Faites-vous super plaisir quand vous jouez. Ça reste un jeu de cartes, même si c'est une petite partie compétitive, il faut savoir se faire plaisir. Un peu le mot d'ordre que je peux vous donner. Pareillement, si je peux vous donner une petite parenthèse de spéculation, on a aussi la BT8 qui est déjà annoncée. Ça par contre c'est super rapide, mais moi je suis un petit peu choqué de ce qu'ils sont en train de faire. Mais en même temps, ils veulent se rapprocher des sorties USA et européennes, ce qui est pour moi d'ailleurs une bonne chose, pour éviter d'avoir des méta trop changeantes. Moi, ce que je peux vous donner en conseil, après voilà, ça reste mon avis, hein. C'est juste une analyse, encore une fois en grosse spéculation. C'est qu'on a vu qu'il y a le deck Android C21 qui va sortir pour la BT8, donc après novembre, ainsi que le deck Baby Vegeta. Donc je pense que ça va être le bon moment d'investir un petit peu et de rechercher les cartes Android et les cartes GT, donc surtout autour du Baby Vegeta, les promos. Vraiment pensez bien les récupérer car peut-être qu'ils vont aller dans leur synergie, peut-être pas du tout. On sait pas encore comment va tourner les decks. Mais je pense que quand on regarde chaque structure deck qui est sortie et les displays qui les accompagnent, donc les boosters actuels, ça s'est toujours un petit peu coïncidé et je pense qu'il faut peut-être prendre un petit peu d'avance et faire attention à avoir une bonne base de collection si vous voulez vous aligner sur la BT8. Donc en conclusion, s'il faut beaucoup investir sur la BT7 ou plutôt attendre la BT8, pour moi ça dépend de ce que vous voulez. Ciblez d'abord le deck qui vous fait plaisir, ce que vous aimez jouer, votre style de jeu, ciblez le personnage, ciblez votre deck et construisez-le avec votre plaisir vraiment. Vraiment c'est ce que je vous conseille. Donc ce sera tout pour la vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, si vous avez même des remarques, parce que c'est ma première vidéo, donc si vous avez la moindre chose à dire, n'hésitez pas en commentaire. J'y répondrai au maximum sans aucun problème. Pareillement, n'hésitez pas, je le redis une deuxième fois, mais à vous abonner pour pouvoir suivre toutes les futures decklists qu'on pourra vous proposer. D'autres vidéos tuto qui pourraient arriver aussi. En lien, je vous mettrai aussi le lien de la chaîne Twitch. Comme ça, vous pourrez peut-être suivre aussi le régional au niveau du top. Et j'espère d'ailleurs vous retrouver là-bas. On pourra même échanger sur place, il n'y a aucun souci. Et voilà, je vous souhaite juste beaucoup de plaisir dans ce jeu et à très bientôt.